Bonjour Laura. Bonjour. Alors on va parler de toi, tout le monde te connaît, mais on va quand même pour ceux, il y en a toujours 3% qui ne connaissent pas, on va surtout parler pour eux, hein, pour les Merci pour le compliment parce que je ne me rends pas compte de tout. On va oublier un peu les 97% donc des gens qui te connaissent. Pour parler de toi un peu, alors on sait que tu viens des États-Unis, mais il y a peut-être fort longtemps dans une autre vie, le siècle dernier. Le siècle dernier, oui, probablement. Il y a quelques ancêtres en arrière, mais même pas parce qu'ils étaient même pas de là-bas avant. Comme souvent. Il y avait une passage, j'ai atterri, je reparti, j'étais né, je reparti. Alors, donc tu es en Europe donc, depuis un moment, on va dire, dans plusieurs pays d'Europe. Oui, j'y étais un peu partout en Europe, avec les spectacles, avec le voyage et tout ça. J'ai passé un an en Belgique, j'ai passé quelques temps à Amsterdam et puis j'ai fini à Paris. 15 ans, Paris. J'ai habité dans le Garrigue aussi quelques années et maintenant Montpellier depuis 6-7 ans. Ça fait du temps, hein? Alors comment tu es tombée dans le spectacle? Comment tu as eu la révélation un jour? Comment tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Comment ça s'est fait? C'est fait en plusieurs étapes. C'était un hobby quand j'étais petite parce que j'ai eu la possibilité de voir un spectacle dans mon école d'un mime qui était un peu dans le style de mime Marceau. Et là, je crois que là, ça m'a complètement bouleversée, ça m'a pris et j'ai commencé à faire du mime à 11 ans, à vouloir essayer de tout faire ce qu'il avait fait et j'avais un miroir chez moi, j'ai essayé de retrouver les mêmes choses et il y avait une espèce d'éclatement de mime à l'époque aux États-Unis où il y avait pas mal de gens qui venaient dans les théâtres. Il y avait même une émission télévisée chaque semaine de Shields et Yarnell de deux mimes excellents qui étaient découverts en Californie, qui jouaient dans la rue, qui étaient invités à faire une émission de télévision. C'était une époque aux États-Unis merveilleuse. Quand j'y étais, les années 70, c'était juste après la révolution des années de 68, et donc il y avait beaucoup un peu de culture, il y avait de l'ouverture, il y avait beaucoup de choses intéressantes, et j'étais donc encore de l'espoir. Beaucoup d'espoir, et j'étais imbibée un peu de tout ça, la musique aussi. Et mes parents, ils étaient aussi un peu dans ce mouvement-là. Donc ils voyaient d'un bon œil ton intérêt pour ça? Ils ne t'ont pas freiné, bloqué en te disant que c'était pas sérieux, non? On n'a jamais pensé, je pense, alors c'est bizarre, hein, mais on n'a jamais pensé aucun moment, jusqu'à que j'ai quitté les États-Unis, que le mime, on ne savait pas qu'est-ce que c'était le clown, comme on en parle aujourd'hui, ça n'existait pas, que ça pouvait être un métier. Et donc je n'ai pas pensé à ça, j'ai pensé être danseuse, être peintre, être médecin, mais jamais pensé que j'allais me retrouver dans le spectacle, dans ce genre de spectacle, non. Alors tu fais un parallèle entre mime et clown, mais c'est pas la même chose quand même. Mime, tu l'as dit, c'est Marceau, bon, l'image la plus connue en France. On oublie, mais je le reprécise, aux États-Unis, Marceau était très connu, hein, il avait un vrai public, presque plus qu'en France d'une certaine façon. Oui, il était, je m'en souviens juste de la photo, il était sur Time Magazine, c'est le magazine le plus énorme des États-Unis, sa tête, et rien que d'avoir vu sa tête comme ça m'a appris plein de choses, rien que ça. Alors les clowns, pour le coup, c'était plutôt Jerry Lewis, la grosse comédie, on va dire, avec force grimace. Oui, on n'appelait pas ça un clown, on appelait ça un comique. Il y en avait beaucoup comme ça aux États-Unis à l'époque, très 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 bien. Ian Van Dyke, Red Skeleton, Eugene Coca, Carol Burnett, il y avait il y avait Lucille Ball, il y avait beaucoup de choses comme ça. Et moi aussi,
j'étais aussi réveillée par les Marx Brothers et Charlie Chaplin parce que ma famille était fan de ça. Et il y a une partie de ma famille qui vient de la famille des Marx Brothers. Donc, on a eu les films de Marx Brothers, même qu'il n'y avait pas de vidéo encore. Je ne sais pas comment j'ai vu ça, mais j'ai vu pas mal de ça. Mais on n'appelait pas ça des clowns. Ici en Europe, on appelle ça le clown. C'est peut-être le clown européen, le clown moderne, même que c'est pas moderne. Un côté un peu péjoratif, faire le clown, c'est faire l'imbécile, c'est effectivement mettre tout ça un peu dans le même panier. Alors que traditionnellement, le clown, c'était celui qui était dans le cirque, qui arrivait entre les éléphants et le lion pour faire divertir un peu le public avec forcément le nez rouge et des choses comme ça. Oui, et puis il y a quand même tout ça qui dans ce métier aussi, ce côté d'autodérision, de divertissement, de faire rire les gens, de rater les trucs, d'être un peu à côté de la plaque. Tout est réuni dans le clown d'aujourd'hui en fait, le clown actuel. Donc moi j'ai un appui sur le mime, mais il y a les clowns aussi, il y a des clowns parlants, il y a des clowns jongleurs, il y a des clowns musiciens, il y a des clowns acteurs. Enfin, le clown a toujours peut-être une espèce de virtuosité quelque part. Les clowns musiciens aussi, je pense aux chanteurs, aux chanteuses comme Annie Fratellini en France. Annie Fratellini, je n'ai pas vu son travail malheureusement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait exactement. Mais... C'était la grande école, la grande famille plutôt des Fratellini. Oui. C'était une femme clown en tout cas. Ça c'est important dans l'histoire du clown parce que. Avec son mari Pierre Etex qui lui-même faisait. Ah bon? C'était son mari. Oh, j'apprends. Alors, qu'est-ce qui t'amène en Europe finalement? Parce que ce que tu avais envie de faire, tu ne pouvais pas le réaliser aux États-Unis ou ça n'a rien à voir? En fait, je suis partie pour devenir. J'ai décidé de devenir. Je faisais de la danse et je faisais de peinture à côté de mes études au lycée. Et à la même époque, il y avait un lycée qui s'est offert, comme on voit dans le film Fame, une école des arts, lycée des arts. Et j'ai eu une possibilité de rentrer dans cette école. J'ai auditionné pour la danse et j'ai auditionné pour les arts plastiques et miraculeusement, il y en avait des centaines et des centaines qui ont auditionné et il n'y en avait pas beaucoup de places et j'ai été acceptée dans les deux domaines. Et, ça se passait où, ça, dans quelle ville? À Baltimore. C'était une très très bonne école et comme j'avais déjà fait pas mal d'études avant, j'avais déjà presque fini tout ce qui était académique, j'ai pu me permettre de faire les deux arts. Et donc je pense que ça m'a aidé aussi à améliorer dans le mime, dans la danse, dans tout ce qui est gestuel. Et je crois que la partie artistique, j'étais partie pour ça. Ça m'a un peu ouvert l'esprit qu'il y avait autre chose que ce que nous apprenait à l'école et au lycée normal, quoi. Que voilà, tu fais une école, un lycée, une université, tu prends un métier et après tu travailles, tu achètes une maison, tu as 2 voitures, tu as ci, tu as ça. Et si tu n'as pas tout ça, tu n'es rien et tu t'es mort. Et je crois il commençait à y avoir un peu la crise aux États-Unis au moment du Reagan. Ça commençait à être très très dur là-bas. Par exemple, il y avait beaucoup plus tu vois, le mal dans le bien, mais les universités commençaient à être privatisées, donc très très cher. Et je commence à me dire, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux faire en fait. Donc je ne vais pas non plus aller dans n'importe quelle université. J'étais pas sûre. Et New York t'attirait pas plus que ça? Non. J'étais attirée vers l'idée de prendre 1 an de réflexion pour voir vraiment ce que je voulais faire. Et petit à petit, l'idée de voyage est venue dans mon esprit. J'ai travaillé à l'époque quand j'étais au lycée aussi, donc je commençais à mettre de l'argent à côté pour le voyage. Et un jour, il y a une espèce de flash de partir en Israël. Et à 18 ans.
Et j'ai... À cause de la famille, enfin, pour des liens un peu personnels, un peu familiaux? J'ai mon grand-père qui était très fort sioniste, qui était un grand philosophe, qui était médecin, psychiatre, qui était presque rabbin. C'était le seul dans la famille qui avait maintenu un peu la culture et la tradition. Et il en parlait avec un amour d'Israël à la famille tout le temps. Il parlait hébreu. Et je crois que ça m'a traversé un jour que... voilà, si je voyage, je vais aller là-bas. Mais j'ai envie de vivre quelque part, vivre et connaître les gens, pas juste avec un sac à dos aller de ville en ville. Et donc, je me suis retrouvée dans des kibbutz. Et c'est là où j'ai commencé, c'est une longue histoire, mais c'est là où j'ai commencé à faire du théâtre, en fait. Parce que il faisait des choses culturelles à l'intérieur du kibbutz et il cherchait des gens qui voulaient faire quelque chose pour... On précise, un kibbutz, c'est une sorte de communauté avec plein de choses en commun, et donc y compris une activité artistique commune. Par exemple, oui, c'est une espèce d'énorme ferme où tout le monde travaille et tout le monde... C'était vraiment l'idéal, une espèce de mini-communisme, mais dans le sens bon du terme, où tout le monde partage, tout le monde... Sans côté répression? Non, aucune répression. C'est là où j'ai découvert que je ne voulais plus jamais, je voulais pas avoir une chef, parce que personne n'était chef. Et que c'était pas possible. Enfin, après l'expérience du kibbutz, je pouvais plus travailler pour quelqu'un dans un truc où j'avais une chef, par exemple. C'était une expérience importante. C'était important de vivre dans une pièce avec un placard et une table et un lit, et savoir que voilà, c'est bon, qu'on mange des fruits et des légumes frais, qu'on travaille dans les champs et on est bien dans son travail. C'est pas une... Voilà, on pense pas, sent pas la journée passée parce qu'on est bien. Donc il faut faire les choses qu'on aime et vivre avec ce qu'on aime. Voilà. Donc tout ça m'a mené à... C'est un côté hippie un peu, mais plus élargi au plan familial, enfin, moins ségrégation au plan des différents âges de la population. Ça concerne tout le monde. Oui. Oui, il y avait tous les âges, oui. Il y avait beaucoup de gens différents, d'horizons différents. Il y avait même des gens qui étaient venus de la guerre, qui étaient venus pour s'échapper de la guerre. Des rescapés, ouais. Et donc après Israël, là pour le coup, un regard vers l'Europe alors? Oui, j'ai commencé à faire du mime que je faisais dans mon enfance. Les petites choses que je savais faire toute seule, et on me demandait de plus en plus à le faire. Et je me suis retrouvée à vivre à Jérusalem après un an de kibbutz, avoir un travail. Et après, plus avoir ce travail. J'essaie de raccourcir parce que c'est long, hein, l'histoire. 25 ou 30 ans d'histoire. Mais je me suis retrouvée à la rue avec un appartement à payer et pas de travail et pas vouloir avoir du chef. Et donc, j'ai commencé à faire des portraits des gens. Parce que je savais le faire. J'ai commencé à vivre avec ça et j'ai rencontré des gens qui faisaient des spectacles de rue et je disais je fais des mimes comme ça, hein, ah oui super, tu veux pas faire quelque chose avec nous, on fait de musique, tu fais de mimes, on fait un spectacle. Et j'ai commencé comme ça. Un jour je suis venue maquillée mime blanche, chemise noire, chapeau, et je me suis lancée. Et il y avait un public tout de suite. C'était comme si... Là, c'était vraiment se lancer. C'était comme si je sautais de... Tu sais, quand on saute d'un plongeoir très très haut pour la première fois. Et que... Premier saut en parachute. Quelque chose comme ça. On dit, tu peux pas redescendre des escaliers, il faut que tu sautes. Parce que de toute façon, il y a le feu, donc t'as pas le choix. T'as pas le choix. Le public était là, hop, il faut faire quelque chose, voilà. Ça a commencé comme ça. Et waouh, c'était fou, quoi. Et après, c'était un coup de foudre parce que, à force de jouer, j'ai commencé à vouloir élargir mes capacités.
Et c'était devenu une passion. Et l'avantage du mime, c'est que c'est du coup un langage universel, parce que on fait tomber la barrière de la langue. Oui, effectivement, c'est une très grande astuce. C'est un passeport universel. Oui. Oui, on n'est pas bloqué dans un pays ou un autre parce que, à part le fait que ce qui est limitant, c'est que des fois, j'ai des choses que j'ai envie de dire avec des mots et je ne peux pas les dire partout. Donc, il y a des choses que je peux que jouer en France, je peux que jouer aux États-Unis, enfin, dans un pays qui parle anglais. J'y étais en Russie dernièrement, il fallait que je trouve une façon de jouer ce que je voulais dire sans le dire. Bon, c'est des contraintes qui sont intéressantes parce que ça fait pousser. En même temps, dans des pays un peu excessifs comme la Russie, se taire des fois c'est pas plus mal, c'est prendre moins de risques. Donc il vaut mieux le dire avec des gestes. Oui, surtout que c'est des gens qui sont très complices à des gestes. Pour une raison ou une autre. Une vieille habitude de la censure où tu as appris. Peut-être, moi je viens de faire la connexion, mais tu fais le moindre de geste. Ici, peut-être on ne le verra même pas, on ne le comprendra pas et on ne réagirait pas. Que là-bas, tout de suite, c'est la complicité avec eux. Et donc, tu as un plaisir énorme à jouer. Enfin, donc, du coup, le clown, il est plein d'oxygène, ça vibre. Alors, il y a quelqu'un dont on te parle sans arrêt, dès qu'on parle de Laura Hertz. On fait le pendant au masculin avec Django Edwards. Ça t'agace à force ou c'est normal, tu te dis, tu parlais de la Russie, tu y étais d'ailleurs avec lui, donc vous êtes toujours en lien. Pour moi, c'était pour moi un grand moment dans ma vie là que je viens de vivre en fait. C'est une complicité ancienne déjà. D'ailleurs, vous venez tous les deux des États-Unis en plus. On vient des États-Unis. Il y a certains horizons qui ressemblent. Et on m'avait toujours parlé de lui que j'étais comme une Django Edwards au féminin, sans que je le voie. Et quand je l'ai vu, j'ai compris. Et j'ai adoré, pas tout, mais il y a une certaine chose que j'adore, je trouve super chez lui et que je m'identifie beaucoup. Y compris dans les excès, parce qu'il y a des excès qu'on qualifie d'excès masculins. Tu les revendiques ceux-là ou pas? Pour parler clairement, le fait de mettre en avant, de grossir son sexe, enfin de jouer beaucoup là-dessus quand même. Le côté. Je pense qu'au départ, c'était intéressant parce que c'était une barrière, un tabou. À briser, donc. Et c'était. Je trouve que cette sorte de provocation intéressante. Parce que c'est... Pour faire avancer les mentalités, finalement. Oui, je pense que la sexualité, la nudité, et tout ça, c'est des tabous qui sont très... tout le monde le sait, tout le monde en parle, tout le monde le fait, mais on le voit pas, on le vit pas. Pour parler clairement, c'est très hypocrite, finalement. Oui. Donc... je trouve que c'est bien parce que du coup on peut souffler un peu et être naturel. C'est paradoxal en plus que des Américains, pardon de dire ça, mais on sait les excès parfois qui peuvent être punis aux États-Unis, justement pour ce type d'outrage, on va dire. On ne peut pas. Aux États-Unis maintenant c'est fini, mais quand tu penses que Jim Morrison et Lenny Bruce, ils ont eu des procès au tribunal à haut point qu'ils se sont morts à cause de rien du tout presque, à cause du langage certainement utilisé, un geste qui a été symbolisé, même pas vraiment fait. On ne parle même pas d'Iggy Pop, ce qu'il fait en Europe, on n'aurait pas pu l'imaginer aux États-Unis. Moi, je suis outrée quand je vais aux États-Unis de langage qui est permis maintenant. Avant, il y avait des bips dans tous les sens, maintenant il n'y en a plus. La violence qui montrait à la télévision, là, au cinéma, c'est horrible. C'est horrible ce qui s'est passé. Là, c'est triste. Ça, c'est très hypocrite.
Oui, la nudité est totalement interdite de partout. Alors l'idée d'aller sur une plage avec les seins, on dit les seins nus, c'est qui est ridicule, les seins nus, enfin, être naturel. Ça n'existe pas aux États-Unis. Donc je m'en souviens la première fois sur la plage d'enlever l'eau de mon bikini, c'était presque il fallait que je me couche tout de suite. C'était fou. Après, aller en Allemagne, dans les saunas, où tout le monde mixte vont à poil, c'était de la folie, quoi. Enfin, pour moi, c'était une découverte incroyable. Puis j'ai dit oui, finalement, c'est notre record quand même. C'est notre outil, c'est notre. C'est nous. Pourquoi on va le cacher? On va l'objectifier, on va le sexualiser, on va tout faire pour qu'on ne le vit pas dans une façon naturelle, dans laquelle on est bien. C'est notre temple, non? Donc, il faut bien le soigner, il faut le respecter, il faut l'aimer. Alors à propos de corps, ça nous amène à parler de ton travail et puis aussi de ce que tu mets en place très régulièrement. Hein. Tu organises des stages, là tu en as organisé un prochainement. Oui. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce que tu veux développer? C'est donc ce travail sur le corps, Moi, c'est un travail assez global. Ce que je fais avec une rassemblement d'expériences différentes que j'ai fait à travers le monde, le voyage, l'école de théâtre de geste et de l'expérience d'avoir été, de jouer dans toutes les situations en tant que clown. Et donc j'ai mon recette à moi qui marche pas mal pour beaucoup de monde. La recette et l'école Laura Hertz alors? Ouais, c'est un mélange. Oui. J'ai eu énormément de pédagogie de école Lecoq parce que j'en ai fait les trois. J'étais dans les trois écoles principales de Jacques Lecoq parce que j'adore la pédagogie, j'adore l'enseignement, cette pédagogie-là. Donc j'applique ce langage qui parle beaucoup de masque neutre, d'utilisation de matière, d'éléments, le jeu de corps, l'expression non verbale. Voilà. Après ça, je travaille avec la danse, le tai chi, le yoga et la méditation pour préparer le corps et l'esprit, la voix, la respiration à habiter et recevoir cette clown qui est dans chacun de nous. Donc ça s'adresse à tout le monde ce stage ou ça marche par catégorie? Comment ça fonctionne? C'est accessible à les gens qui sont prêts à faire un chemin qui n'est pas comment dire directement lié au clown dans une façon évidente. C'est-à-dire, on rentre pas mettre le nez rouge et hop, on commence à faire des exercices de clown et voilà. Il y a un travail de prise en contact avec soi-même, l'univers, les uns les autres, de mise en route du corps, le corps souple, le corps qui bouge, qui respire, qui chante, et une concentration profonde sur l'instant présent et l'énergie centrale du corps qui est posée dans le ki, dans le hara. Tu parles beaucoup de corps, mais là, ce que je comprends, c'est que ça commence quand même par la tête avant tout. On essaie de... Ou en tout cas de mettre les deux en diapason. On essaie de lier le corps, l'esprit et le corps ensemble, que ça devienne uni dans un. Et ce qui fait qu'on n'est pas unis, c'est que le corps et la tête est séparés en général. On est beaucoup dans la tête.
dans nos réflexions, dans nos pensées, dans nos histoires, dans son propre mental, et on oublie son corps. Et du coup, on s'enferme dans une façon de penser ou une autre. Et on n'habite plus l'espace, on n'habite plus le corps, on n'habite plus dans la réalité de l'instant présent. Donc il y a un travail de libérer l'esprit à travers la respiration et le mouvement, le travail de l'espace, le travail de l'improvisation, la spontanéité et tout ça. D'un petit peu perdre sa tête pour le retrouver. retrouver une vraie sa vraie énergie finalement. Ouais. Sa propre créativité véritable, non conditionnée par tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui peut venir après, mais juste être soi. Et pour arriver à ça, il y a un chemin. C'est les stages qui se font sur une semaine, sur 10 jours, comment ça se passe? Je travaille sur tout genre de formes. Je fais des week-ends pour les gens qui ont d'autres travail, qui ne peuvent pas se permettre de se libérer. 48 heures, ça peut permettre quand même déjà de se donner les clés? Oui, moi je pense. Ça peut changer une vie. Après, il y a des gens qui suivent sur plusieurs stages, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Parce que c'est toujours nouveau, on est toujours différents, donc... C'est ça, ou prendre un rendez-vous régulier chez le psychiatre, on peut faire à la place un rendez-vous régulier chez Laura Hertz. Oui. Oui, ça fait du bien, sauf que chez le psychiatre, on est seul avec le psychiatre, que chez moi, on est ensemble dans un groupe de 10 personnes, 15 personnes, et donc c'est partagé. Alors du coup, on se marre, on trouve un soutien dans le groupe. Ces stages sont ouverts aux gens qui ont envie de participer au groupe aussi, d'être ensemble avec les autres. Alors quand a lieu le prochain stage, donc en l'occurrence? Cette mois-ci, fin de mois, le 30 juillet au 3 août. 5 jours dans la campagne, dans mon ancienne maison où j'ai une salle de répétition. Et c'est un stage qui s'adresse aux gens qui ont envie avec on dit ébauche d'idées. Oui, un début d'idée en tout cas. Un début d'idée, ou qui ont un petit bout de sketch ou quelque chose, ont envie de faire évoluer leur travail sur une semaine. Donc, c'est axé spécialement là-dessus. À travers tout le travail que je propose pour arriver dans un esprit créateur. Voilà. Ça peut être une chanson, ça peut être l'envie de jouer un instrument et trouver une façon à travers le clown, à travers la présence, de trouver d'aborder un sujet avec un plaisir qui fait qu'on a envie de partager ça avec un public, ouais. Avec les autres, des copains. Ou quelqu'un qui est professionnel, qui se dit voilà, pendant 5 jours, j'ai envie de rôder un sketch, je veux le montrer tous les jours. Et on aura un groupe, et moi je vais coacher et faire la mise en scène de ces personnes-là. Et à la fin, il y aura une possibilité de faire un spectacle, une présentation du travail devant un public. On va trouver. J'imagine que le nombre de personnes est limité, non? Oui, là je le limite à 10 personnes. 10 personnes, 12 absolument maximum, parce que je veux privilégier le temps pour que chacun ait le temps de montrer leur sketch tous les jours et qu'ils peuvent avoir du travail en live
chaque jour sur le sketch et qu'ils ont de quoi sortir de la journée et puis travailler. Ma salle sera disponible aussi le soir, ou bien chez eux, ou dans un parc, ou dans le Garrigue, à la carrière de jeunesse, je ne sais pas où, au camping qui est à côté, travailler sur les indications qui étaient données, ou réfléchir, ou écrire sur le spectacle, le sketch. On va renvoyer j'imagine que tu as un site, donc on peut trouver d'autres renseignements sur ton site à toi ou sur... Oui, j'ai un site, c'est Laura Hertz. Avec une S à la fin, il faut faire gaffe parce que si on fait un Z, on ne trouve pas. C'est laurahertz.com et là j'ai le contact, mon mail, mon téléphone. Merci et Laura. Déjà on a un bon groupe, déjà quelques personnes vraiment très très sympathiques qui sont très motivées et il en reste encore quelques places. Donc bienvenue au stage, bienvenue pour s'amuser, partager le rire ensemble. Merci, à bientôt. À bientôt, j'espère.